Alors, système à événements discrets. Alors, ce chapitre, contrairement au chapitre précédent, un système combinatoire pour lequel on avait vu que la même combinaison des variables d'entrée donne toujours la même variable de sortie, quand A égale à 1 et B égale à 1, à tout moment, c'est toujours, par exemple, la même sortie 1. Un système à événements discrets, ou plutôt un système séquentiel, il y a une petite particularité. Alors, qu'on verra à travers un cahier de charge pour lequel un moteur électrique commandé par deux boutons poussoirs, un bouton marche et un bouton arrêt. Vous avez toujours deux entrées, un bouton qui marche et un bouton arrêt. Le fonctionnement est le suivant, le cahier de charge est le suivant. À l'arrêt, M et A ne sont pas actionnés. Comme M et A ne sont pas actionnés, le moteur s'arrête. Alors, regardez la table de vérité que je traite ici. M et A sont tous les deux égales à 0, le moteur est à l'arrêt. On actionne le moteur, j'appuie sur le bouton marche, uniquement sur le bouton marche. Eh bien, je veux que le moteur tourne. Et donc, regardez bien, M égale à 1. On relâche M. Je lève la main sur le bouton marche. M était actionné. Maintenant, M n'est plus actionné. Regardez, c'est un peu particulier ici. Regardez, M n'est plus actionné. Le moteur continue à tourner. Le moteur toujours en marche. Quand vous appuyez sur le bouton arrêt, donc M n'est pas actionné, uniquement le bouton A qui est actionné, le moteur s'arrête. Il y a l'arrêt du moteur. Vous levez votre main sur, on relâche A, le moteur reste arrêté. Donc, quand vous relâchez A, donc A n'est pas actionné, le moteur arrêté, il est déjà dans la première ligne. Bien sûr que là, quand vous avez M et A de variables, si jamais vous appuyez simultanément sur le bouton marche et sur le bouton arrêt, ce qui va se passer, c'est que on veut, donc ça c'est un choix du moteur, je veux que le moteur s'arrête. Donc quand vous appuyez simultanément, parce que là vous avez demandé en même temps de tourner, en même temps de s'arrêter, on va faire un choix. Le cahier de charge veut que le moteur s'arrête, donc dernière ligne, c'est MA saute d'actionner, le moteur s'arrête. D'après cette table de vérité, c'est un peu bizarre par rapport à ce qu'on sait déjà. Regardez la première et la troisième ligne. Alors, la première et la troisième ligne, cette ligne, la même combinaison de entrées, M et A sont tous les deux égales à 0. Et pourtant, dans la première ligne, le moteur s'arrête et dans la troisième ligne, le moteur tourne. Alors là, ce n'est plus un système combinatoire, c'est un système séquentiel, puisque là, la même combinaison des variables d'entrée donne une valeur de sortie différente. Entre la première et la troisième ligne, une même combinaison des variables d'entrée M et A entraîne une valeur de sortie différente. Il s'agit donc d'un système séquentiel. Alors, pour remédier à ce problème, il suffit donc d'introduire une variable interne permettant le suivi de l'état de ce moteur. Cette variable traduira en fait la présence d'une mémoire. Mémoire, c'est mémoriser, se rappeler ce qui s'est passé avant. S'il était à l'arrêt, il va se mettre en marche. S'il était en marche, il va se mettre à l'arrêt. Donc, il faudrait savoir ce qui s'est passé précédemment. Alors, ceci, on peut le traduire par la présence d'une, ce qu'on appellerait une variable interne qui est une mémoire. Alors, regardez un schéma de câblage paramétrant le fonctionnement, il est là. Sachant que vous avez uniquement deux boutons poussoirs qui sont le bouton marche et le bouton arrêt. Mais j'introduis une variable interne X sous forme d'une variable interne, une mémoire. Regardez X, vous avez là grand X, comme une bobine. Et quand la bobine est excitée par le courant, logiquement, il doit tirer. Vous avez là le pointier. Donc là, ça veut dire qu'il va pousser le courant, ça fait un effet de champ magnétique. On va pousser sur le bouton petit x pour pouvoir le fermer. Donc, quand la bobine est excitée par le courant, il va fermer ce contact. Alors, retour sur le fonctionnement. Regardez là, vous avez le moteur. Il est là, le moteur. Logiquement, le moteur, il tourne. Le moteur, il doit marcher quand vous avez un passage de courant ici. Mais quand est-ce qu'il y a quand ce bouton poussoir X est fermé, ce n'est pas vous qui allez le fermer, mais c'est la bobine. Donc, il y a liaison entre cette bobine et X. Quand la bobine est excitée par le courant, eh bien, ce contact sera fermé. Alors, retour sur le cahier des charges. Initialement, ni M ni A ne sont pas actionnés. Regardez, quand le bouton poussoir M n'est pas actionné, le courant ne passe pas. Donc là, la bobine ne sera pas excitée par le courant. Ce contact est toujours ouvert, le moteur s'arrête. Deuxième ligne, quand vous appuyez sur le bouton marche, eh bien, appuyez sur le bouton marche, ça veut dire que vous appuyez ici et du coup, le courant passe ici. Quand le courant passe ici, vous avez déjà à bas, donc le courant passe.
Donc, cette bobine sera excitée par le courant, donc il sera égal à 1. Donc, il y a excité par le courant. D'après ce schéma-là, quand x égale à 1, ce contact sera fermé, et donc ce contact-là sera fermé. Et bien sûr que le courant il passe vers le moteur, et le moteur va tourner. C'est ce qui a été fait ici en deuxième ligne. La troisième ligne, je relâche le bouton M. M n'est plus actionné, donc je vais ouvrir ce contact. Mais n'oublie pas qu'avant, quand X est fermé, là, ce contact aussi est toujours fermé. Celui-là, le courant passe par là. Alors, je vais relâcher M. Alors, quand vous relâchez M, regardez, il n'y a plus de passage ici, mais n'oubliez pas qu'avant, on a mémorisé l'événement précédent, c'est que la bobine est toujours, vous avez toujours le passage du courant par là, X est toujours excité, il y a le courant qui passe par ici, le moteur continue à marcher. C'est la ligne numéro 3. Quand vous appuyez sur le bouton, alors la ligne 4, quand vous appuyez sur le bouton A, c'est A égale à 1, elle est là, A égale à 1, ça veut dire quoi? Que A bar égale à 0. Donc ce contact-là, il sera ouvert. A bar égale à 0, ça veut dire que là, il n'y a plus de passage du courant. Eh bien, quand A est relâché, il n'y a plus de passage du courant vers la bobine, et du coup, la bobine il sera égale à 0. Alors, quand la bobine n'est plus excitée, eh bien, ces contacts seront ouverts, il n'y a plus de passage du courant vers le moteur, et le moteur, il va s'arrêter. Le moteur s'arrête. Alors, regardez donc, là, c'est le paramétrage des différentes combinaisons. Alors, définition. Un système séquentiel est un système dans lequel une même combinaison des variables d'entrée peut donner des résultats différents, donc contrairement au système combinatoire, en fonction de l'évolution du système dans le temps. Un système possède donc une mémoire qui enregistre les étapes d'évolution du système. Alors, juste entre parenthèses, ce genre de choses, vous pouvez le voir parfois dans certains escaliers des immeubles. Vous voyez bien que vous avez peut-être une minuterie. Vous appuyez sur le bouton la première fois, la lampe s'allume. Vous appuyez une deuxième fois sur le même bouton, vous faites la même action, la lampe s'éteint. Et bien pourquoi? Parce qu'il y a une mémoire qui doit mémoriser ce qui s'est passé avant. S'il était allumé, il va s'éteindre. S'il était éteint, il va s'allumer. Donc là, il faudrait avoir une mémoire qui mémorise l'événement précédent. Une mémoire, c'est quoi? Grand 3. Un système séquentiel est un système dans lequel, mémoire. Une mémoire est une unité capable de stocker des informations. Comme la mémoire humaine, on stocke des événements, ce qui s'est passé avant. Elle est caractérisée par sa capacité de stockage. On peut stocker un bit, c'est soit 0, soit 1. Je peux stocker plusieurs bits, un mot, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ainsi de suite, ça c'est un mot. Mais quand vous avez un groupe de bits, un groupe de bits, ça s'appelle un octet. Et d'ailleurs, vous entendez dans le jargon d'informatique, d'informaticiens, des mémoires mémoire de 32, des mémoires de 20 kilooctets, 20 gigas, 30 mégas, ainsi de suite, 1 téraoctet, c'est la capacité de mémoriser. Revenons sur ce qui nous intéresse, une mémoire très élémentaire, des mémoires commercialisables qui existent, une bascule appelée bascule RS. Alors, comme son nom l'indique, vous avez deux termes, le R et le S. R, c'est reset et S, c'est set. Set, c'est la mise à 1 et reset, c'est la mise à 0. Cette mémoire est capable de stocker un bit, donc elle peut stocker soit 0, soit 1. La table de vérité de cette mémoire, elle est là. 3 ordres peuvent être donnés. Mise à 1, obligatoirement. 7, obligatoirement. Quand vous avez S égale à 1, obligatoirement, mais la prendre 1. Et mise à 0, c'est reset, c'est le R. Alors, regardez R et S. On a besoin de deux variables pour caractériser cet ordre. Vous avez uniquement deux variables S et R. Alors, par convention, ça c'est donné. Voici comment marche cette mémoire. C'est S égale à 1, R égale à 0, mise à 1 de la bascule. Ça veut dire obligatoirement, elle est forcée à 1. C'est S égale à 0 et R égale à 1. Regardez, R égale à 1, ça veut dire reset, remise à 0. Obligatoirement. S'il était à 0, S à 0, c'était à 1, elle va porter obligatoirement 0. Si vous avez simultanément S, égale à 1 et S égale à 0 et R égale à 0, mémorisez. Il va maintenir l'information précédente. S'il était à 0, il reste à 0. Si c'était à 1, il reste à 1.
Et maintenant, si vous avez simultanément, si vous avez S égale à 1, R égale à 1, cela dépend de la solution adoptée. Donc là, vous demandez la mise à 1 et la mise à 0 simultanément, donc il va faire un choix. Il y a deux types de bascule, bascule prioritaire à 1 et bascule prioritaire à 0. L'objectif est de trouver, alors on a dit qu'il y a deux entrées qui sont S et R, et la sortie que vous allez voir, c'est une sortie Q. Mais le schéma de câblage, qu'est-ce qu'il y a comme composant à l'intérieur? On va trouver le logogramme de cette sortie Q. Bien que plus tard, on va acheter le composant s'il existe et on s'en fiche quand même de ce qu'il y a dedans, mais on verra que ce qu'il y a dedans, ce sont des composants tels que des portes logiques, NAND, NOR, et OU qu'on avait vu. Et donc, on va trouver qu'est-ce qu'il y a dedans comme composant. En vue de faire ce travail, on va établir une table de vérité, traduisant le même fonctionnement. Et pour cela, j'ai mes entrées logiques, ce sont externes, c'est SCR, mais comme il y a une mémoire, donc mémoriser ce qui s'est passé précédemment. Et je note QT-1 et QT. Alors là, c'est un peu bizarre pour vous, mais je vous fais juste allusion à vous-même. Si vous êtes toujours la même personne, à 12h, à midi, c'était vous. À 13h, c'était toujours vous. Et à 15h, c'est toujours la même personne, mais à des instants différents. Donc, quand je parle de QT-1 et de QT, c'est toujours la même sortie, mais à des instants différents, parce que j'ai besoin des événements qui sont passés différemment. Je peux noter tout court Q est là et Q, mais à des instants différents. Donc, je fais semblant que j'ai trois variables qui sont S et R et Q à l'instant T-1. Donc, trois variables logiquement de la puissance 3 combinaisons, 8 combinaisons. Je vais écrire les 8 combinaisons. 0, 0, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. Donc, j'écris les 8 combinaisons que je puisse écrire avec trois variables. Et je vais essayer de voir quelle serait la sortie Q à l'instant T. Quand S égale à 0 et R égale à 0, d'après la convention qui est là, c'est S égale à 0 et R égale à 0, elle est là. Mémoriser, maintien de l'information précédente. Ça veut dire, s'il était à 0, il reste à 0. S'il était à 1, il reste à 1. Quand S égale à 0, R égale à 0, maintenir ce qui s'est passé précédemment. Eh bien, c'est la première ligne. S égale à 0 et R égale à 0. Et R égale à S égale à 0 et R égale à 0. Et QT-1, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va maintenir l'information précédente. QT-1 était à 0, il va obligatoirement rester à 0. Ici, S égale à 0 et R égale à 0, et QT-1 égale à 1, même chose, mémoriser. Il était à 1, il va rester à 1. Donc, dans ces deux-là, c'est mémoriser. Mémoriser. Alors, j'ai du mal à écrire. Mémoriser. Troisième ligne. S égale à 0 et R égale à 1. Alors, regardez, quand R égale à 1 et S égale à 0, c'est écrit ici, R égale à 1 et S égale à 0, mise à 0. Il doit obligatoirement prendre 0. S'il était à 0, il reste à 0. S'il était à 1, il va forcément prendre 0. Eh bien, c'est la troisième et la quatrième ligne. Alors, S égale à 0 et R égale à 1, peu importe l'étape précédent, il va obligatoirement prendre 0. Donc là, mise à 0. Il va prendre obligatoirement 0. Cette ligne, S égale à 1 et R égale à 0, d'après la convention, d'après S égale à 1 et R égale à 0, mise à 1 de la bascule va obligatoirement prendre la variable, elle va prendre les 1. Même chose ici, donc là, pour ces deux-là, c'est 1. Non, pardon, ces deux-là. Mise à 1, forcé à 1. Les deux dernières lignes, c'est S égale à R égale à 1. Vous demandez la mise à 1 et la mise à 0. Cela dépend de la solution adoptée. Donc, soit s'il s'agit d'une bascule prioritaire à 1, vous mettez 1. S'il s'agit d'une bascule prioritaire à 0, vous mettez obligatoirement 0. Donc là, dans la table de vérité, je me rectifie. Ça veut dire une valeur indifférente, c'est soit 0, soit 1, selon la situation. Dans l'objectif, je vous rappelle que ce que nous sommes en train de voir, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette bascule. Donc, j'ai donc un système pour lequel j'ai des entrées S et R et je chercherai l'équation de la sortie Q tout en tenant compte de ce qui s'est passé précédemment, QT-1. Eh bien, mon passage de la table de vérité vers le tableau de Carnot, ça vous savez le faire. Donc, j'ai trois variables, S et R et Q. QT-1 ou Q, c'est toujours la même, mais à des instants différents.
Tableau de Carnot complété avec, pardon, avec le code binaire réfléchi 0001 11 10 01. Donc là, je transpose de la table de vérité vers le tableau de Carnot. S égale à 0, R égale à 0, Q moins 1 égale à 0, c'est 0, c'est cette ligne. 0, 0 et 1, c'est 1. 0, 1 et 0, elle est là. 0, 1, 0, c'est 0. 0, 1, 1, c'est 0, elle est là. Pour cette case, 1, 0 et 0. 1, 0 et 0, c'est cette ligne. 1, 0 et 1, c'est celle-là, elle est égale à 1, elle est là. Et puis les deux 1, 1 et 1, 1, et soit 0, soit 1, je métrifie ensemble vite, c'est soit 0, soit 1, selon que vous avez une bascule prioritaire à 1 ou bascule prioritaire à 0. Un tableau de Carnot, logiquement, je ferai les regroupements pour voir qu'est-ce qu'il y a pour trouver l'équation de la sortie Q. Alors, pour les regroupements que j'allais faire, alors, je vais faire pour une bascule prioritaire à 1. Ça veut dire que j'allais mettre ici une valeur 1. Et donc là, dans mon tableau de Carnot, quand S égale à 1 égale à 1, je mettrai obligatoirement 1. Alors, faire le regroupement, vous avez les valeurs de 1 ne doivent pas apparaître au moins face à un regroupement, faire le maximum de regroupements, regrouper les cases adjacentes. Et le nombre de cases à regrouper doit être puissance de 2, donc j'ai le droit de regrouper ces 4 valeurs de 1. Il reste cette valeur de 1. Faire le regroupement maximal, je regrouperai avec cette case qui est juste à côté. Je regrouperai cette case et celle-ci. Alors, mon équation, je resterai dans le groupement bleu qui n'a pas changé dans le groupement bleu. Regardez, vous avez S, il était à 0, il a passé à 1, il a changé. Je vais le rejeter. Par contre, R, il était à 0, il a resté à 0, donc c'est R bar. Et en même temps, Q. Donc c'est R bar Q en bleu. Le regroupement rouge, il est là. Je prendrai la couleur rouge. Le regroupement rouge. Vous avez S égale à 1 et R égale à 1. Par contre, pardon, S égale à 1, elle reste à 1, donc c'est S. Par contre, R, elle était à 1, elle passe à 0, je vais le rejeter. Et en même temps, Q, elle était à 0, elle passe à 1, je vais le rejeter. Donc, ce qui va rester dans le regroupement rouge, c'est uniquement S. Donc, mon équation, c'est Q égale à S plus R bar Q. Mais faites attention, ne dites pas QT, QT-1, c'est toujours Q. Parce que ça dépend de ce qui s'est passé précédemment. Alors, maintenant, le schéma de câblage que j'allais faire, il est là. Je vais le faire, il est fait initialement avec des port NAND. Alors, les ports NAND, je vous rappelle, les ports NAND, c'est non A. Une porte NAND, de manière générale, c'est une porte pour laquelle si vous faites rentrer une variable A, une variable P, l'opérateur AND, ça veut dire l'opérateur A, elle est là, ça veut dire que S égale à A, S égale à A et P. Et comme je chercherai NAND, non A, donc c'est S égale à A et P bar. C'est l'opérateur NAND, c'est l'opérateur non A. Alors, on veut de faire mécaniquement câblage avec l'opérateur NAND. Alors, j'ai fait juste un semblant. Vous avez une équation là, je mettrai, vous savez que Q égale à Q bar bar. Donc là, elle est là votre équation. Je mettrai 2 barres pour cette équation. C'est ce que j'ai fait ici. Quand je laisserai la barre extérieure, alors à l'intérieur ici, vous avez le théorème de De Morgan. Je vous rappelle le théorème de De Morgan. Quand vous avez A ou B de tout bar, c'est A bar et B bar. Donc, je laisserai la barre ici. L'opérateur OU devient l'opérateur A. Je vais compléter chaque terme. Ici, initialement, vous avez S bar. Vous avez S. Vous avez S bar. Bar, ça va donner, donc, il était S, ça va donner S bar. Et là, vous avez R bar et Q de tout bar. Alors maintenant, c'est l'équation que j'allais obtenir. Elle est là. Un opérateur non dans lequel je vais faire rentrer. Alors là, vous n'êtes pas obligé, pour ce détail-là, vous n'êtes pas forcément obligé de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. De toute façon, on vous donnera directement la table de vérité. Alors, regardez ici, vous allez à un opérateur pour lequel vous avez S bar et R bar et que je vais faire à l'envers. Ici, on va avoir S bar. Et là, ici, on doit faire avoir R et Q. R bar et Q. R bar et Q. Vous faites rentrer, comme ça, vous avez A et B.
le tout bar. Vous allez avoir directement ce terme. On va faire entrer S bar et R bar Q, le tout bar. Alors, je vais créer une barre ici. Et ce que vous allez avoir à la sortie, c'est ici. Vous faites entrer A et B, vous allez avoir A et B, le tout bar, ce que j'ai ici. Alors, S bar, c'est S et S, S et S, le tout bar. Maintenant, comment obtenir R bar et Q? Donc, je vais faire rentrer, c'est toujours un opérateur NAND pour lequel je vais faire rentrer R bar, il est là. Et ici, on devrait avoir Q bar, R bar et Q. Alors, vous avez déjà Q, je vais mettre ici, R bar et Q. Alors là, c'est juste un résultat, un travail, vous n'êtes pas forcément obligé. Donc, vous faites entrer R bar et Q, vous allez avoir ici R bar et Q, le tout bar, vous mettez ici, vous allez avoir sortie Q. Alors, finalement, regardez votre boîtier de tout à l'heure. Pour nous, c'était, je vous ai demandé, le problème, c'était de voir quels sont les constituants qui existent à l'intérieur de ce boîtier, qui est une bascule RS, elle est là. Elle est là, ceci. Vous avez donc 4 opérateurs NAND, mais à la base, vous faites rentrer S et R, vous allez voir la sortie Q. Alors là, je vous rappelle que ça, c'est un boîtier qui est commercialisé, qui existe en tant que composant comme ça. Vous trouverez directement, on s'en fiche carrément de ce qu'il y a dedans. Pour vous, les bascules que vous devez, s'il y a une question dans le concours, c'est bien noté dans le programme qu'on devrait vous donner la table de vérité de la bascule étant donnée. Donc, ce n'est pas à vous de retenir la table de vérité de la bascule. Elle est donnée, mais je vous fais découvrir comment on est arrivé à ceci. Alors, ça, c'est la bascule RS. Il y a d'autres bascules. En plus, en plus de la bascule RS que j'ai vous montré, R remise à 0, reset et S7, on distinguera aussi la bascule JK et la bascule D. Je vais vous les faire découvrir en TD. On va les faire sous forme de TD. Vous allez voir dans le TD que j'allais faire découvrir tout à l'heure. La table de vérité étant donnée, et l'élève, le candidat au concours, doit être capable juste de faire une analyse pour pouvoir répondre. Donc, la table de vérité de la bascule RS, de la bascule JK, de la bascule D, s'il y a question dans un sujet de concours, logiquement, ils vous seront donnés. Et le travail qui vous sera demandé, c'est uniquement de voir si vous arriverez à analyser le comportement du circuit qu'on va faire découvrir. On verra tout à l'heure en tête. Modèle de représentation d'un système séquentiel ou bien d'un système à événements discrets, SED. La partie opérative d'un système est représentée par le dessin technique, dessin d'ensemble, dessin de définition, schéma cinématique. Ça, on le sait, ça c'est la partie opérative. On a vu en cinématique, statique, et tout ceci, la partie opérative, différentes liaisons, ça c'est la partie mécanique. Maintenant, la partie commande d'un système peut être représentée, elle peut être représentée par différents diagrammes qui sont le diagramme de séquence diagramme, on verra, donc c'est court, c'est CML, le diagramme d'état, STM, et les algorithmes. Donc là, c'est le travail de la prochaine fois. Je vous ai fait découvrir au début de l'année, je vous rappelais aux premières rencontres, c'était le cours CML. Je vous ai fait découvrir un certain nombre de diagrammes. Je vous rappelle, diagrammes d'exigence, diagrammes de blocs internes, diagrammes de définition de blocs, use case, diagrammes de cas d'utilisation. Il reste certains diagrammes. Donc, c'est un complément de cours sur le cours CML que j'allais vous faire. Et d'ailleurs, sur le document que je vous ai donné au début de l'année, c'est noté, vous pouvez vérifier, cours CML, vous partez complètement à la dernière page. Vous allez voir que c'est écrit. D'autres diagrammes de séquence seront découverts, seront vus à la fin du troisième trimestre. Donc, je tiendrai à ma promesse et vous allez voir que c'est ça, ça serait la fin du cours. On a commencé avec ce genre de diagramme, on va finir avec. Mais il y a beaucoup d'applications à vous faire découvrir, d'autant plus que ça apparaît dans les nouvelles générations du computer. Voici donc pour ce cours sur le système à événements discrets. On verra les TD dans la suite.